Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a eu une séance sur l'action méta qui est absolument ahurissante pour une blue chip. Enfin, on se croirait un petit peu sur sur un short squeeze en mode Volkswagen en 2008 ou sur du GameStop où, enfin, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Et vous allez voir que rétrospectivement, c'est assez intéressant parce que je vous avais fait une vidéo sur Meta à la fin du mois d'octobre. Et du coup, on va voir ce qui s'est passé depuis. Vous verrez que c'est un cas pratique. Mais vraiment, voilà, c'est pas de la boule de cristal, hein. Je ne savais pas ce qui allait se passer en mois d'octobre. Je vous ai simplement fait une analyse fondamentale et de la valorisation de Meta. Et ce qu'il fallait surveiller techniquement pour pouvoir faire une prise de position. Maintenant que tout ça a été fait, il va falloir qu'on surveille ce qu'il faut pour revendre cette action. Donc, vous avez un cas pratique d'une construction d'opérations basée sur de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. C'est pas quelque chose que j'enseigne dans mon école. Dans mon école, j'enseigne quelque chose qui est beaucoup plus basé sur des phases mania de la psychologie des foules. Quand tout le monde se met à acheter comme des tarés, eh bien nous, on surfe ces phases-là et le reste du temps, on reste cash. C'est une manière de spéculer qui est beaucoup plus Pareto, ça demande beaucoup moins d'efforts, il n'y a pas besoin d'être bon en comptabilité, en analyse fondamentale, il n'y a pas besoin d'être bon en analyse technique, il faut juste attendre qu'on ait des phases mania sur les actions. Et ça d'ailleurs c'est tout ce que je vous enseigne dans mon école LSL ou dans le Fast Track pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et les inscriptions se terminent demain soir à minuit, dimanche à minuit. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Il se passe aussi quelque chose sur le dollar, ça y est, le dollar... Enfin bref, surveillez cette vidéo, on est en train d'assister au grand reversement, un renversement de l'année 2022. On est en train de changer de psychologie des foules. La liquidité est en train de se réinvestir sur pas mal de classes d'actifs. Donc, on a un moment charnière. Toutes ces classes d'actifs, ces interactions entre classes d'actifs, devises, etc., je vous l'explique en détail dans cette vidéo. Et croyez-moi, il y a ça. Sur le marché américain, il n'y a pas ça, encore moins sur le marché francophone. Donc voilà, je suis très heureux de partager cette vision avec vous. Allez, c'est parti. Analyse du Bitcoin, ça y est, on arrive sur la zone de résistance ici. Donc voilà, ça fait 2 semaines que les prix ralentissent. Et c'est plutôt bon signe, ce serait vraiment une bonne chose que, on stabilise. On stabilise sur ce niveau de résistance. On digère, que le consensus de marché s'octroie à dire que ça y est, le Bitcoin vaut le prix, la zone de prix actuelle, et qu'ensuite un flow de news positif commence à se déverser sur le marché des cryptos et que la purge et que toutes les catastrophes sont derrière nous. Donc là, pour le moment, on est toujours sur le scénario numéro 1 qui se construit. Le scénario numéro 2, ce serait que cette résistance, elle reprécipite avec des nouveaux cadavres qui sortent des placards, elle reprécipite le Bitcoin sur des nouveaux plus bas, ce qui ramènerait le prochain bull market à quelque chose de beaucoup plus lointain. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on reste focus sur le scénario numéro 1. Sur Ethereum, qui est Bitcoin et Ethereum, c'est les deux majeurs, la logique reste la même. Donc, alors, je crois que je suis passé dans une différente échelle. Configurer, échelle linéaire, je vais repasser en logarithmique. Hop, voilà. Donc Ethereum, c'est pareil, on est sur une zone de résistance, on en a une ici. Je vais vous supprimer les bandes de Bollinger, voilà. On en a une ici, une autre ici. L'idée, peu importe qu'on cale sur cette résistance ou sur celle-là, le plus important, c'est que ce qui va se passer dans les prochains mois, il faut que ce soit une baisse de la volatilité autour du pivot et ensuite le break à la hausse. Et quand on aura ça, là, on pourra dire, OK, ça y est, la purge est terminée, la phase de rebond, la prise d'appui est terminée et on est en train de repartir. Ça y est, on est en train de s'envoler. On a relancé l'énergie vers le nord et là, le flux de news positif pourra relancer le nouveau cycle de hausse et les liquidités devraient réaffluer à nouveau sur cette classe d'actifs. Donc là, on est en train de construire ça. Il va falloir attendre qu'on ait dans les prochaines semaines et les prochains mois à minima une baisse de la volatilité sur les niveaux et un breakout pour une éventuelle prise de position. Alors, avant de vous faire une analyse sur l'or, je vous fais une petite analyse du dollar face à un panier de devises. Donc ça y est, là on est sur une zone de support. Donc c'est une double zone de support. On a le support
horizontal qui est statique, hein, qu'on est en train de venir tester. Donc là, il va falloir surveiller un point d'inflexion ici hein, sur les unités de temps inférieures. Là, on est sur du mensuel. Donc là, vous voyez que le mois de janvier était un mois baissier où on allait chercher ce niveau-là. Le mois de février devrait nous permettre d'assister à la formation d'un point d'inflexion sur ce support horizontal. On a ensuite le support dynamique en mensuel qui est tout simplement la moyenne mobile à 20 mois et on a une convergence ici de support. Donc là, on devra à minima assister à un rebond ici. Peut-être que le marché haussier hein, sur le dollar est terminé. En tout cas, on devra assister à un rebond. De mon point de vue, hein, je voulais suffisamment partager avec vous, mais sur le long terme, hein, le dollar est censé être dans un flux haussier qui pourrait l'amener voilà, bien plus haut, donc c'est-à-dire avec un potentiel d'appréciation de l'ordre de plus 18, plus 20% depuis les niveaux actuels, parce que la grande résistance historique du dollar face à un panier de devises, donc elle s'était inscrite en juillet 2001, vu l'ampleur hein, du breakout de cette figure en trimestriel, on a le potentiel hein, d'aller chercher ces niveaux-là. Donc voilà, de mon point de vue, sur du très long terme, le dollar reste dans un flux haussier où il pourra encore s'apprécier de l'ordre de plus 18%. Donc, on descend pour analyser tout ça. Donc là, on voit qu'on est sur le support. Si ce support tient, on devrait assister à une consolidation, quelque chose que je vous avais déjà dessiné en bleu. Hein. Alors, ce sera peut-être comme ceci. Hein. Et ensuite, si on recasse, l'accélération vers la zone de résistance. Ensuite, si on descend en hebdomadaire, un petit peu plus bas. Donc, là, on voit qu'on a une semaine très haussière. On a marqué hein, la zone de support. Donc là, il va falloir qu'à minima, hein, on construise. Alors, je vais vous supprimer tout ça. Un point d'inflexion. Donc, hop, hop. Ce point d'inflexion, idéalement, il devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Et hop, on casse par le haut. Donc c'est ça, hein. Quand je vous dis, on fait un zoom par rapport au support, le support mensuel qui est en train d'être travaillé ici, il faut qu'on surveille un point d'inflexion. Donc un point d'inflexion, c'est sur les unités de temps inférieures, on va aller chercher à avoir une figure chartiste du type double creux, triple creux, épaule tête épaule, peu importe. Il faut qu'on travaille une zone de support à nombreuses reprises et qu'ensuite on vienne la casser par le haut pour qu'on puisse dire que le support en mensuel, il a vraiment servi de support et qu'on reste dans la dynamique haussière trimestrielle. Donc vous voyez, hein, c'est juste des jeux de différentes unités de temps pour inscrire un scénario en tête. Si vous n'analysez qu'une seule unité de temps, ça va être compliqué pour vous, hein, surtout si vous analysez des petites unités de temps, ça va être compliqué pour vous de vous faire une bonne image des cycles économiques et d'avoir donc cette vision inter-classe d'actifs. Donc là, qu'est-ce que ça signifie le fait que le dollar soit sur un support et qu'il soit plutôt en train de construire une zone de rebond et peut-être une nouvelle vague haussière au cours des prochains trimestres. Ça signifie que l'or, coté en dollars, qui est extrêmement volatile, hein, vous le voyez dans ce canal-là, lui devrait souffrir à court terme. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, que je vous ai expliqué qu'ici, on a un point dur ici. Et cette semaine, on est venu buter sur ce point dur et on a ressaqué par le bas parce que le dollar qui fait contrepoids, lui, se met à monter très très fort. Donc ce statut de l'or coté en dollars, on devrait assister à minima, voilà, quelque chose comme ceci, quelque chose qui va prendre du temps hein, pour que ça reste marché haussier sur l'or coté en dollars. Il va falloir qu'on temporise, hein, parce que vous voyez que cette vague de hausse de l'or coté en dollars, elle a été très verticale. Et comme je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo sur les indices, c'est la même logique. Quand on a beaucoup de volatilité, c'est synonyme de range. Quand on a une volatilité qui se calme et un mouvement haussier qui se fait tranquillement dans le temps, c'est synonyme de marché haussier. Donc bien entendu, il y a certaines classes d'actifs qui sont un petit peu plus volatiles que d'autres, mais la psychologie des foules reste la même. Donc là, il va falloir qu'on assiste à quelque chose comme ça, hein, sur l'or, qu'on corrige, on temporise et qu'après, on ait le fameux top départ de bull market. Donc ça, c'est en semaine, en mensuel. Hein. Je vous l'avais déjà dessiné, mais voilà, c'est le même genre de logique.
On est toujours dans la structuration d'un gros large range au sein d'un nouveau cycle de hausse sur l'or. Et le dollar, pour le moment, pèse assez fort, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité, parce que le dollar est assez volatile en ce moment. Maintenant, parlons de l'or coté en euros. Donc l'or coté en euros, hein, sans grande surprise, on était sur un niveau de résistance, hein. Comme j'ai expliqué, hein, il va falloir qu'on consolide et que la volatilité se restreigne. Là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est qu'on a eu une forte baisse de l'or coté en euros. Donc dans l'idéal, nous, on aurait souhaité avoir quelque chose de beaucoup plus contenu. Donc là, il va falloir que ça se tasse, hein, que cette volatilité se tasse. Alors, je vais vous redessiner en bleu, hein, ce qu'il faut que l'on voit pour qu'on reste toujours dans une structure de hausse à l'issue de cette année 2023. Voilà, il faudrait qu'on assiste à quelque chose comme ça. De mon point de vue, ce qui se passe actuellement, l'or, ce qui profite à l'or, c'est les taux d'intérêt réels négatifs. Tout simplement, c'est quand le niveau d'inflation, le taux d'inflation est supérieur au taux de rémunération de votre compte d'épargne, grosso modo, hein, au taux de la Fed. La Fed est en train de revoir ses anticipations de hausse de taux d'intérêt. Donc le spread de taux réel négatif, il est en train de se resserrer. Du coup, eh bien, l'or est à très court terme, en tout cas sur cette annonce de résultats, sur cette news, il rectifie. Mais la structure reste la même, hein. C'est une structure de range avec on a eu un breakout ici au sein du range, hein, mais qui était très 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 positif. Et là, il faut qu'on assiste à une construction autour de ce pivot-là, et la volatilité qui se tasse, et ensuite le breakout qui devrait lui lancer le vrai bull market beaucoup plus directionnel sur l'or. Ça prend du temps, c'est comme ça, c'est la bourse, c'est les cycles. Et plus on analyse des classes d'actifs dont les cycles sont longs dans le temps, et plus ça prend du temps, hein, c'est normal, hein. À la limite, voilà, l'or, il faudrait que je vous l'analyse en mensuel, mais comme je fais une vidéo hebdomadaire, je fais en sorte de l'analyser en hebdomadaire. Donc voilà pour l'or coté en euros. Je vais peut-être vous faire un petit point sur l'euro contre le dollar, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière en vous expliquant qu'on était sur une zone de résistance, hein. Donc vous la voyez, hein, c'est celle-ci. Donc là, on est sur du mensuel. On est en train de taper cette zone-là, hein. Donc on a cette résistance qui est oblique, doublée en mensuel, la résistance dynamique qui est la moyenne mobile à 20 mois. Donc là, on est vraiment sur un point dur. Donc il va falloir surveiller sur les unités de temps inférieures la construction d'un point d'inflexion. Donc là, voilà, typiquement, hein, ça va être compliqué pour l'euro de continuer sur sa lancée en ligne droite, hein. On a bien rebondi, on est sur une zone de point dur. Et là, cette semaine, pour tous ceux qui suivent les chandeliers japonais, on a vraiment eu une structure qui est assez forte. C'est-à-dire que si on descend encore sur des unités de temps inférieures, c'est une structure qui met en place un potentiel haut de marché. Donc voilà, heure USD, l'euro là, je pense qu'on est plus, on a plus épuisé le potentiel que le fait d'avoir du potentiel devant nous. Alors, l'action Meta, elle a littéralement explosé à la hausse cette semaine. Regardez-moi ça. Un gap haussier ici de l'ordre de... Voilà, gap haussier plus séance de hausse de l'ordre de plus 23% en une séance. Je vous rappelle une chose. J'avais fait une vidéo sur Meta. Alors, c'était ici. Donc, c'était la dernière semaine d'octobre. On était vraiment sur... je vous ai fait une vidéo qui vous expliquait que voilà, Meta était en train de se faire littéralement bâcher par toute la sphère financière, alors que l'action Meta avait quand même des gros revenus publicitaires qui la rendaient, qui en faisait une action qui était complètement sous-valorisée. Je me rappelle plus du PER à l'époque, mais c'était, je pense, de l'ordre de 13. Le PER était autour de 13, ce qui est une anomalie phénoménale pour une big caps, parce que tout le monde bâchait à cause de Zuckerberg qui réinvestissait trop de cash dans le métaverse. Et d'ailleurs, j'avais titré cette vidéo « J'ai vu le futur ». J'ai vu le futur dans le métaverse. Bref, j'ai essayé un casque de réalité virtuelle et j'ai compris ce qui allait se... Enfin, j'ai eu cette vision de ce qui pourrait éventuellement se passer, à savoir la fin des ordinateurs, la fin des smartphones, la fin des montres, etc. Mais simplement des lunettes, et on interagit directement avec
avec une réalité augmentée entre soit une réalité augmentée, soit une réalité qui est complètement virtuelle. On peut choisir, mais on a tout qui est dans du digital. On n'a plus besoin d'hardware. On a juste besoin d'une cellule hardware qui est devant nos yeux, et après tout le reste, il n'y a plus besoin du reste en fait. On peut avoir 10 écrans d'ordinateur ou une salle de cinéma dans ses toilettes. Il nous faut juste un casque de réalité virtuelle ou augmentée. Et donc, tout simplement, la proposition, c'était d'attendre un point d'inflexion qui se mette en place pour éviter de prendre un couteau qui tombe. Il faut timer ses achats avec une structure de retournement. Et cette structure de retournement, il fallait commencer à la regarder à partir du moment où j'avais fait la vidéo, parce que tout simplement, on était sur la bande de Bollinger inférieure ici, on était sur la zone ici. On avait là cette zone de support. De toute façon, je vous invite à aller revoir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. On avait la zone de support qui était travaillée ici, et on avait la bande de Bollinger inférieure qui était ici. Donc toute cette zone-là, c'était une zone de support trimestriel. Donc quand on a cette zone de support trimestriel qui est travaillée et que l'action s'est fait bâcher alors qu'elle a des fondamentaux qui restent quand même extraordinaires, je ne parle même pas du métaverse, je parle juste des fondamentaux, eh bien on va sur les unités de temps inférieures et puis on commence à chercher un point d'inflexion. Donc à l'époque, moi je vous avais dessiné, quand on était ici, je vous avais dessiné ce genre de choses, donc une structure de retournement, donc double creux avec un break par le haut. Eh bien cette structure de retournement, elle a pris la forme ici, d'une tasse avec une anse, et le breakout s'est fait ici. Donc vous allez me dire, ah oui mais Cédric, après coup c'est facile. Quand je vous avais dessiné tout ça, on n'était pas après coup, on était avant coup. Et la logique en fait dans tout ça, c'est simplement quand vous avez, l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont des choses qui sont parfaitement complémentaires quand on sait comment les utiliser. Si vous êtes un grand fondamentaliste, avant de prendre des positions sur Meta en vous disant bon là elle est sous-valorisée, là aussi, attendez au moins d'avoir un gros support technique à très long terme et attendez de voir une structure de retournement pour prendre position. La prise de position idéale pour Meta était là. Pendant on avait une tasse séance ou un double creux larvé. Boum, le breakout. Le breakout c'est fait sur des volumes. Si on regarde en daily, hop, la zone de breakout, elle s'est fait ici, mercredi 3 janvier, mardi et mercredi 3 janvier et 4 janvier, avec des volumes en augmentation par rapport aux moyennes de la veille. Et voilà, prise de position pour un pari moyen long terme. Mais voilà, c'est très intéressant de voir ça avant les faits. Donc je vous invite à voir la vidéo et après les faits pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc bien entendu, vu la structure du comportement de Meta, c'est pas le type d'action que l'on va chercher à revendre là. C'est une action qui est extrêmement volatile dans un grand range market. Donc si vous voulez la zone de résistance supérieure, vous commencez par aller en mensuel. Vous allez avoir ici une première zone, la moyenne mobile à 20 semaines serait une première zone pour commencer à prendre ses profits. Et la deuxième zone sera très probablement la bande de Bollinger supérieure qui devrait commencer à se stabiliser, ce qui nous amènera ici. Donc là, on a deux zones de résistance dynamique pour revendre sa position. Et ensuite, on peut mener l'analyse avec des supports statiques. Donc, support statique, ça va être typiquement celui-ci. Vous voyez ici, on a tapé à deux reprises. On a breaké par le bas. Et bien, regardez, le support, la résistance statique, elle correspond à la zone dynamique. Et idem ici, on a une zone de résistance. Donc voilà. On a deux scénarios pour Meta, pour tous ceux qui ont suivi cette opération. On a une première prise de profit ici qui peut être intégrale ou partielle, et une deuxième prise de profit qui est un petit peu plus aventureuse, où il va falloir garder un petit peu la position à plus moyen long terme. Mais si vous êtes, si les fondamentaux sont là, et que vous y croyez, que vous êtes prêt à garder la position même jusqu'à mi-2024, ça peut être une deuxième prise de profit intéressante. Moi, je serais pas du genre à attendre cette zone-là pour prendre 100% de mes profits. Ça va plutôt être cette zone-là. Mais voilà, comment on construit un plan de trade, une mise en portefeuille d'une action. Et pour tous ceux qui ne spéculent pas de manière, on va dire,
de la manière dont je l'enseigne dans mon école LSL et dans le Fast Track. La manière dont je l'enseigne dans mon école LSL et le Fast Track, c'est beaucoup plus simple que toutes ces histoires. Il n'y a pas besoin d'être bon en analyse fondamentale, ni d'être extrêmement bon en analyse technique. On utilise 2 patterns, des conditions de marché, on attend que tout soit aligné. Et là, on peut commencer à appuyer sur la gâchette. Sinon, on ne fait rien. Analyse du Nasdaq 100. Cette semaine, on a eu une puissante confirmation de ce double creux. Donc vous le voyez, hein, une semaine puissante de hausse. On a la résistance ici en ligne de mire. Dans l'idéal, hein, je vous l'expliquais la semaine précédente, il aurait fallu que la volatilité se calme et qu'on construise une hausse beaucoup plus temporisée hein, pour qu'on puisse reparler de bull market. Alors, ce n'est que partie remise. Hein. L'idée, hein, ça va être que sur la prochaine grande résistance, on commence à stabiliser comme ça les cours. Et ensuite, si on casse par le haut, on pourra parler de nouveau grand bull market. En tout cas, voilà, là on a une figure hein, qui est claire et nette en double creux. Cette figure en double creux s'inscrirait dans une grande épaule, tête, épaule. Et donc ça, c'est une figure de retournement, une grande structure de retournement si elle est validée ici, courant, on va dire courant milieu d'année 2023. Donc je vais vous l'écrire, hein. Épaule, on va mettre ça d'ailleurs en bien gros, peut-être pas comme ça aussi gros. Allez, comme ça, épaule. Donc ces figures chartistes avec des noms bizarres, hein. C'est simplement des formes de rebond. Imaginez que vous envoyez une balle par terre en fonction du vent, du sol. Elle va prendre une structure de rebond qui sera un petit peu différente, un angle de rebond qui sera un petit peu différent. C'est un petit peu pareil sur les marchés financiers. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et non de manière ésotérique en pensant que voilà, parce qu'on a une épaule tête-épaule inversée, forcément ça ne peut que monter. On a 59,93% de chance que ça remonte ou pas. Non. Il faut vraiment voir ça juste comme de la gravité. On inverse un pôle. On inverse une psychologie des foules. Et là, on est dans cette inversion. Sur le Nasdaq 100, c'est clair et net. Cet indice est extrêmement volatile. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mouvements brusques et importants au sein du range. La deuxième chose à voir hein, sur le Nasdaq 100, c'est que vous voyez hein, la trendline baissière hein, qui matérialisait un petit peu hein, le marché baissier de l'année 2022, ou en tout cas le range market, la phase baissière du range market de l'année 2022. Eh bien, il s'est terminé au cours des 2 dernières semaines. Et c'est pour cette raison que la semaine dernière, je vous titrais que eh bien potentiellement, et la semaine d'avant, on était sur le support en train de travailler, mais potentiellement, on pouvait commencer à redevenir optimiste, sachant qu'à ce niveau-là, là, quand on tentait de casser un grand support historique, là, on commençait à devenir pessimiste. Donc, vous voyez, tant qu'on est dans un grand bull market et qu'on tient les supports, l'image, elle est simple et claire. C'est vers le haut, vers le haut, vers le haut. Mais quand on commence à rentrer dans un range market et qu'on vient tutoyer les zones basses ou les zones hautes, c'est là où on se dit, OK, on part en marché baissier, une semaine après, non. Là, si on a un break, une cassure à la hausse ici, courant de l'année 2023, on pourra dire, OK, on part dans un nouveau bull market. Oui, non, peut-être, il va falloir qu'on casse et qu'on valide et que la volatilité se tasse pour qu'on enregistre une belle hausse longue dans la durée. C'est comme ça que les bull markets se développent, c'est avec des belles hausses qui sont temporisées, avec peu de volatilité. C'est la marque de fabrique d'un bull market. Donc voilà, là on n'est pas dans une marque de fabrique de bull market, on est dans une marque de fabrique de renversement d'une psychologie des foules, hein. Psychologie des foules baissière, là on est en train de renverser vers le haut, mais on est toujours dans une logique de range. Alors oui, il y a de plus en plus de raisons de devenir optimiste, mais on est toujours pas en bull market, hein. On a toujours pas les signaux, mais ça commence à devenir très sympathique. Je vais maintenant vous tenir l'analyse sur le SP500. Donc le SP500, lui aussi, a pris en volatilité. Je ne vais pas vous parler de ce qui s'est passé avec la Fed, etc. Je pense qu'il y a suffisamment de... Les médias financiers vous rabâchent à longueur de temps hein, ce qui se passe en termes de macroéconomie, etc. Le but de cette vidéo, c'est de se focaliser sur une autre vision des choses, hein, quelque chose de complémentaire qui vient valider ou invalider la vision qu'on a de ce qui nous est proposé par les médias. Donc... Là, la semaine dernière, je vous expliquais que dans l'idéal, il aurait fallu qu'on temporise hein, au sein d'un minima une petite structure en triangle. Bon, là, on est en train de péter vers le haut. On est en train de péter vers le haut, ça veut dire que la volatilité, elle n'est pas du tout en train de se tasser. Et ça veut dire tout simplement qu'on est toujours dans un range market. Donc ça, tout ça, je vais vous le supprimer. Les bandes de Bollinger,
hop, on peut les supprimer. Je vais vous donner une vision beaucoup plus simple et claire, voilà, avec ce graphe comme ça. Donc, exactement pareil que sur le Nasdaq. Cette trendline en pointillé qui marquait un range market avec des phases de panique baissière. Là, depuis la semaine dernière et cette semaine, c'est censé être derrière nous. Donc là, on est beaucoup plus en train de rentrer soit dans une phase de latéralisation, soit si on casse cette zone de résistance, dans un vrai bull market. Donc maintenant, c'est les deux scénarios qui se proposent, qui sont en train de se profiler face à nous. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, on aurait souhaité avoir à minima une volatilité qui se tasse sur cette zone de résistance. Là, on voit que la zone elle est en train d'être cassée. Donc, c'est pas grave, hein, c'est juste partie remise. Ça veut simplement dire que quand on va arriver dans cette zone de résistance, hein, celle qui est en rouge, il va falloir qu'on observe idéalement un tassement. Ce point dur doit amener un tassement de la volatilité et ensuite un break par le haut pour là qu'on puisse parler de bull market. Si on pète la résistance ici, là, en ligne droite, si on casse en ligne droite et qu'on va chercher les plus hauts, honnêtement, c'est pas que c'est pas un bon signe, c'est que c'est plutôt un signe de forte volatilité au sein d'un range market qu'un signe de nouveau bull market. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence, mais le niveau de volatilité est vraiment associé à une psychologie des foules. Quand ça monte trop fort, c'est pas quelque chose qui est pérenne et durable. Quand ça monte doucement et que ça s'étale dans le temps, ça c'est quelque chose qui est vraiment fort, hein. Donc là, on est en train de casser des niveaux par le haut. Premier niveau, hein, la trendline baissière. Là, on va arriver sur un point dur. Donc, dans l'idéal, il va falloir qu'on assiste à une temporisation. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà, on est en train, ça y est, on est sorti. Hein, on est sorti de cette psychologie des foules avec beaucoup de nervosité, celle qui impliquait de l'inflation, une montée des taux à l'infini. Très probablement que la rouverture qu'on peut qualifier d'extrême, hein, en Chine, où ils sont passés d'une situation de lockdown absolu à une situation de ça y est, on ouvre tout, vous pouvez circuler, messieurs, va relancer l'économie mondiale, puisque les Chinois, mine de rien, ils sont quand même nombreux, ils ont du pouvoir d'achat, et là, ils vont... Peut-être qu'on va assister en Chine au même effet qu'on a eu après la crise Covid en Occident. Rappelez-vous, hein, ça, c'était phase de lockdown ici. Hein, donc cette baisse-là, vertigineuse, on réouvre et là, boum, on a un V-bottom suivi d'une puissante vague de hausse. Donc là, ce qui risque d'influencer la phase haussière ici, ça va être la relance de l'économie par la Chine, hein, par la consommation chinoise, où il risque de se remettre à commander dans tous les sens, à voyager, donc bien les services sur l'international. Bien entendu, ça devrait aussi pousser sur les prix des matières premières, puisqu'ils vont avoir besoin d'énergie pour pouvoir produire et consommer. Mais voilà, ces deux plaques tectoniques vont se faire opposition, inflation mais reprise de la croissance économique. Et là, sur les graphes, on voit que les marchés sont plutôt en train de bien réagir à cette ouverture de la Chine. Et au retrait, en tout cas au ralentissement de la politique d'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. La version accélérée de mon école de bourse, donc le fast track, je clôture les inscriptions demain soir, donc dimanche à minuit. Si vous êtes un ancien élève de LSL, sachez que je vous ai préparé quelque chose de très intéressant. Vous avez notamment l'accès à toutes les conférences que j'ai données en privé à l'école l'année dernière. Vous avez 5 modules bonus et vous avez tout simplement le suivi des marchés au quotidien et de manière hebdomadaire avec la team dans le groupe privé. Si vous n'avez jamais suivi l'école, eh bien c'est le moment. La version fast track accéléré, c'est une version qui convient très bien aux profils qui sont capables d'aller vite avec les cours, hein. Donc les cours vous sont délivrés non pas sur de septembre à juin, mais en l'espace de 3 mois, hein. En l'espace de 4 mois, vous avez mois après mois, hein, sur tous les cours, et vous avez tout simplement le groupe d'échange et de discussion, et puis la team qui est derrière vous avec le suivi des opportunités. Sachez que cette année, on est en train de repartir après une année et demie quasiment de marché en range, de marché baissier. On est en train de repartir potentiellement en bull market
et donc on devrait enfin commencer à se refaire plaisir. Donc bah voilà, ça se passe maintenant là. Si vous voulez réserver votre place, n'hésitez pas à m'envoyer un email. En tout cas, à partir de dimanche soir minuit, si vous n'avez pas réservé votre place, c'est terminé, le fast track pour l'année 2023, que vous soyez un ancien ou un nouveau, je clôture tout dimanche à minuit. Et je vous embêterai plus avec ça d'ailleurs. Et sur la page dont le lien est en description, vous avez cette page-là et je vous explique un petit peu qu'est-ce que je vous enseigne dans le fast track, les retours des élèves, il y a pas mal de retours vidéo, le pilier 1 qui est du swing trading hebdomadaire avec pas mal d'exemples de trade, de track record, le pilier 2 qui est la construction d'un portefeuille long terme. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email et soyez assez réactifs parce que dimanche à minuit, après, fini. Allez, bon week-end, bye.